Bonsoir! Et comme ça, vous avez direct le point chaussette. Est-ce que c'est pas beau? Hein? Bonsoir! Et en plus, je fais ça dans la minute. Ça va? Non? Non? Ça va? Non? Est-ce que c'est accepté? Tu vois, 19h00 et 40 secondes et quelques. Quoi? Alors, le thème de ce soir est un thème plutôt fruité. Voilà. On a des ananas d'un côté, des pastèques de l'autre. Finalement, voilà. Thème gros fruits, par ailleurs. Si j'avais besoin de faire un classement, ce serait gros fruits. Donc, c'est bon pour le transit. Voilà. Et ben voilà, ce sont des chaussettes qui sont bonnes pour le transit. Hop! 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 Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Joseph. Ah, il n'a pas envie de répondre. Bonsoir Joseph. Il n'a toujours pas envie de répondre. Joseph n'est pas là ce soir. Attendez, je remets mon pantalon correctement. Merci Hiro Asaka, merci à Le Cocon de Zoo, merci à Lazma Origins, merci à Kazmin, merci à Master Bob 45, merci à Rorota, merci à Dr Phoenix, merci à Manon022, merci à Petit Suisse, merci à Arthur FR 56, merci Fedani, merci Sirune 4 ou Sirune 4, merci à Clem Jolie Chose. Qui sont tous là au rendez-vous. La trahison de Joseph. Alors attendez, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas les absents. Hein, c'est déjà suffisamment compliqué de dire à Joseph de se reposer de temps en temps que quand il accepte enfin de se reposer, de lui dire ah bah tu fais chier, t'étais pas là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Relâchons un petit peu la pression, quand même, enfin. Alors, décalage son, bah oui, forcément, je fais un live tout seul, donc... Est-ce qu'il y a un vrai décalage? Le son avant l'image, alors, super. Alors attendez, propriété avancée. Ouais, c'est ça. Alors, micro-rod. Tac. Je crois qu'il faut mettre 500. Est-ce que c'est mieux? Hop. Est-ce que c'est mieux? 106. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça pourrait être encore mieux? Ou alors... Merci à Sébastien Hamilton, merci à Luffy Nosan. Ça pourrait être mieux. C'est moins pire. Alors attendez, parce que maintenant que j'ai... Je crois que c'est la valeur 70, non, 700. Là, voilà, là on est au sweet spot. Merci à Hiro Asaka pour ton abonnement, pour tes abonnements. C'est très, 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 très gentil. Merci à Romain031. Impeccable. Yes, c'est bon, parfait. Voilà, qu'il est bon d'être doué. Je vous dirai ça le jour où je le serai. Alors, comment allez-vous? Oui, il n'y a pas Joseph ce soir. Vous voyez cet atelier rempli de non-Joseph. Joseph était là aujourd'hui. Joseph a eu un petit coup de fatigue. Donc, Joseph est allé se reposer, l'esprit libre. On a l'impression que je l'ai tué là, mais en fait non, il est vivant. Hein. Il est encore vivant, enfin je crois. Mais non, Joseph est allé se reposer. Joseph est un petit peu fatigué là. Et sachant que ce week-end, on va au GP Explorer, il a besoin de prendre des forces. Donc, repos pour les gens. Voilà. Alors, merci à WB Corp pour ton abonnement. Merci au fauteuil du salon. Merci à Adri9133 pour ton abonnement. Il est un peu malade avec le changement de saison. Vous voyez, vous comprenez, c'est tous ces gens qui roulent avec des énormes V8 foutent le vrac et du coup, ça rend Joseph malade.
Mais c'est pas Joseph, parce que Joseph, il a une Toyota Yaoris hybride. Donc il compense. Vous voyez. Bref, trêve de conneries, trêve de conneries. Tout ceci est à prendre au 16e degré, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors déjà, merci beaucoup à Oli qui sponsorise ce stream. Encore une fois, voilà, on est reparti pour toute une séquence avec Oli. A priori, ils sont contents de la sponsor qu'ils font avec nous, donc c'est très bien, ça nous soutient aussi. On est plutôt contents de manière réciproque. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que les dernières stories qu'on a faites pour Oli, par exemple les stories où vous avez le nez dans la farine en parlant de poudre qui donne de l'énergie, et ben ça, ils ont bien aimé. Merci à mademoiselle Adélaïde pour tes abonnements. Alors, Joseph a commencé des mélanges avec des Oli. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'il soit atomisé parce qu'il n'arrive pas à dormir selon des cycles normaux? Peut-être. Mais on n'a pas fait assez de scientifisme pour le prouver. Donc, pour le moment, on met un simple doute. Merci Leroux pour ton abonnement. C'est très gentil. Donc voilà. Bonjour, bonsoir, asseyez-vous. Ce soir, on parle d'une voiture que j'aime bien. Alors, les gens disent qu'il y a tromperie sur la marchandise, parce que effectivement, ce n'est pas le Mr. Horsepower originel qui a fait bloom bloom au niveau du nid de poule et qui a pris 100 tonnes sur la tronche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la tronche avec laquelle il a fini la dernière vidéo. On l'a eu un temps dans l'atelier, le Mr. Horsepower, parce que, comme disait Sylvain dans une vidéo, on a récupéré le moteur. Sachez qu'on l'a posé sur un pont. Je ne savais pas qu'une voiture peut tenir sur 3 points sur un pont et que le dernier point, le 4e point, était à peu près à 70 cm du patin du pont. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à devoir sangler le Jeep tellement ça nous foutait la trouille d'être en dessous pour lui retirer son moteur. Et pour lui retirer son moteur, bah, il s'avère que toute la carrosserie s'était enroulée autour du moteur. Donc ça a été un bordel pour le découper dans tous les sens. On a fini par le tronçonner de partout pour libérer le moteur. On a ouvert la boîte parce que la boîte de vitesse, on n'avait pas envie de la récupérer. Et en fait, on l'a ouvert quand même pour la curiosité. Sachez, mesdames et messieurs, que la boîte de vitesse du Jeep Cherokee des 100 tonnes était impeccable. C'est terrible parce que la boîte, elle était nickel. Alors, il y a eu un problème de gestion de boîte et de commande de boîte avec Mr. Horsepower, mais ce n'est pas un problème mécanique qui gênait le Jeep parce que la boîte était nickel dedans. Il n'y avait pas un putain de problème dans cette boîte. C'est un truc de ouf. Vraiment, on a ouvert la boîte en disant, bah, de toute façon, il y a un moment, il a quand même roulé avec des containers sur le toit et tout ça. Bah oui, il y a un moment, il a roulé avec des containers sur le toit. Alors, la boîte qui prenait le rupteur à 100 km/h allait bien. Bah oui, la boîte qui prenait le rupteur à 100 km/h allait bien, parce que c'est le tout début des petites gestions électroniques. Et bah, a priori, il y avait un souci de gestion électronique sur cette voiture, puisque tout à l'intérieur de la boîte était impec. Et donc, Mr. Horsepower, l'originel, le vert, était donc un Jeep Cherokee de la série ZJ, donc officiellement un Jeep Grand Cherokee, et c'était un 5 litres 2. Celui-ci est un 5 litres 9. Mr. Horsepower, 212 chevaux. Celui-ci, 245.
Mr Horsepower, 370 Nm. Celui-ci, 470 Nm. Alors, quand même, Mister, merci. IMAC 85 pour ton abonnement. Merci à JibJib 60 pour ton abonnement. Et c'est pour ça, en fait, que ça m'intéressait un petit peu de présenter ce truc-là. Déjà parce que juste la vidéo des 100 tonnes ou du nid pool, ça montre un petit peu le véhicule, mais je trouve que ça ne montre pas exactement à quel point ces générations de Jeep étaient quand même des chouettes véhicules. Et c'est surtout, en plus de ça, donc, le vendeur qui l'a. Vous savez, on travaille avec plusieurs vendeurs, négociants de véhicules, etc. autour. Donc là, lui, c'est Autologie, qui est à côté de chez nous, qui a toujours des véhicules un peu spécifiques, un peu spéciaux. Vous savez, la petite version à la con ou le truc comme ça, bah lui, c'est probable qu'il ait ce truc-là. C'est un peu sa spécialisation, c'est de trouver le truc à la con. Et bah là, en fait, il l'a amené chez nos voisins de la clinique du detailing. Alors, il n'est pas passé encore en lustrage, donc il va ressortir encore plus beau que ça. Et en fait, quand on l'a vu arriver, on a fait « Tiens, c'est marrant ça !» Parce que il est plutôt en bon état, déjà, de une. Et de deux, il fait un bruit un peu bizarre, mais puis il a des options qui ont l'air un peu cool quand même. Et du coup, il nous a dit bah, celui-là est un 5 litres neuf, messieurs. Et c'est là où on s'est dit bon, en fait, il y a peut-être moyen qu'on en parle quand même. Parce que le 5 litres neuf, donc il y a écrit ici, là, on va voir un petit peu, on va faire le tour, mais c'est donc un grand Cherokee. Et après, c'est le Limited LX. Alors, LX, c'était pour luxe, luxury ou machin. Et 200 exemplaires pour la France. Voilà, il y a eu 200 exemplaires pour la France. Celui-ci est italien. Oui, bon, voilà. Hein. Et sachez par ailleurs que tous les exemplaires français avaient une petite plaque numérotée au niveau du tableau de bord. Et ouais, mon petit monsieur. Et donc, c'est aussi les dernières années, parce que si je ne me trompe pas, celui-là est de 98, et cette génération de Grand Cherokee s'est arrêtée en 98, donc c'est pour la dernière année. Et c'est chouette. En vrai, c'est vraiment chouette. Sachez par ailleurs que ce véhicule a été le SUV / 4x4, puisque c'est un vrai 4 roues motrices machin truc. Il a été le SUV le plus rapide de la production et il a maintenu ce titre pendant 10 ans. C'est quand même cool, non ? 6 secondes 8 au 0 à 100 pour un SUV des années 2000. 6 secondes 8. C'est carrément vénère en fait. 6 secondes 8, on est en dessous des 7 secondes. Et alors, on va voir tout à l'heure aussi. Merci à Chori92, merci à Satangai, merci à Narco973 pour ton abonnement. Alors, c'est les générations bien avant les SRT. Là, on est 10 ans avant les tout premiers SRT. On est 10 ans avant les SRT, mais c'est surtout ce qui est incroyable, c'est que là, le 5 litres 9, ils le mettent dans la toute fin de génération. C'est-à-dire que ceux-là, je crois qu'ils sortent en 93, cette série, et ils la remplacent en 98 et en 99, du coup, on va dire. Et donc, c'est la toute dernière année, et ils se disent, tiens, pour la dernière année, vas-y, on pète un câble. Et voilà, ils ont sorti ça. C'est quand même marrant, non ? Voilà, c'est un peu le prédécesseur de tout ce qui va être la génération des SUV un peu rapides. Donc là, pour rappel, à l'époque, chez Range Rover, le plus gros moteur, vous aviez à peine un 200 chevaux. Là, vous avez quasiment 250, vous avez 245. Et dans une voiture qui est autrement plus légère qu'un Range Rover, vous avez
pas encore, mais vraiment, mais pas du tout de Cayenne, parce que le Cayenne, si je ne me trompe pas, il sort en 2003. Vous n'avez pas du tout encore de X5 ou de Touareg ou de trucs du genre. Là, ça sort plusieurs années après. Donc ça, c'est le premier 4x4 avec un peu de chevaux. Alors même si je peux me permettre, dans la réalité, oui et non. Pour en parler, tiens, ça. Ça, c'est une petite anecdote un peu marrante. Sur les 4x4 Jeep, d'ailleurs. Savez-vous que Audi, vous connaissez Audi, vous connaissez l'époque du groupe B, et toute la course à l'armement du groupe B est venue parce que Audi s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut mettre du 4 roues motrices dans des voitures de rallye? Mais au moment de la création du World Rally Championship, du WRC, dans les années 70, ils ne se sont pas dit, dès le début, tiens, on va interdire les 4 roues motrices. Non, 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 c'était open, il y avait le droit. Il y avait le droit d'avoir des 4 roues motrices dans les années 70. Et, bien évidemment, l'histoire étant ce qu'elle est, c'est qu'il y a eu une douille avec du 4 roues motrices, et ensuite, ça a été interdit, jusqu'à ce que Audi le fasse réautoriser pour toute la série des quattro et des trucs comme ça. Pour la faire courte, dans les années 70, le championnat du monde des rallyes, c'est essentiellement des Alpines, c'est des Lancia Fulvia, c'est des petites voitures comme ça, entre 1300 et 1600 cm3, et 2 roues motrices, que ce soit traction ou que ce soit propulsion, mais c'est de la 2 roues motrices. Et au milieu des années 70, le championnat du monde des rallyes se dit, tiens, on est très européens quand même, et si on allait faire une étape aux États-Unis? Oui, pas de problème. De toute façon, aux États-Unis, ils ne savent pas faire de véhicules qui roulent vite. Donc, pour le principe, on va on va autoriser 2-3 véhicules américains à rouler là-bas, mais globalement, on va leur foutre la pilule avec nos voitures absolument adaptées à du rallye. Et donc, ils décident de faire une étape aux États-Unis. Les constructeurs européens ramènent leurs voitures aux États-Unis. Alors tout le monde ne fait pas le déplacement parce que ça coûte un œil et c'est pour une étape de rallye. Et donc pour remplir le rallye, ils prennent des véhicules américains. Et arrive la Jeep. Alors Jeep à l'époque, c'est pas ce truc-là, ce truc-là c'est 93 comme je vous disais, là on parle des années 70. Donc Jeep arrive avec un truc qui s'appelle le Grand Wagoneer. La série, je crois que c'est le SJ. C'est un énorme SUV. C'est un 7 places, je crois, il y a 3 rangées de sièges. Il y a un immense V8 dedans de 5 litres. C'est celui avec les panneaux en bois sur le côté. Oui, oui, c'est celui-là. C'est ça. C'est une brique. Alors, je le trouve ultra cool, le SJ, mais ça reste une brique et ça reste un moteur qui est vraiment pas violent, hein. C'est une énorme cylindrée, mais c'est surtout pour tracter. Et puis voilà. Alors oui, c'est un gouffre à essence, mais là, on est dans le milieu des années 70. Alors, on est tout juste après la première crise pétrolière quand même, mais ça reste un truc exploité pour sa cylindrée et pas tant pour sa puissance. Avec une grosse boîte automatique, 3 rapports, un truc... Mais... Alors, c'est pas de Jeep officiellement, mais il y a un petit atelier à côté de ce truc de rallye qui fait un peu de compétition en voiture et qui se dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer quand même. Et ils avaient des Jeep SJ, ils les ont emmenés dans cet atelier de préparation et ils l'ont filé au mécanicien. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'a priori, le mécanicien était plus proche de l'ours que du mécanicien. Et ce qui est marrant, ce qui est marrant le retour, c'est que le mécanicien plus proche de l'ours que du mécanicien était aussi pilote et plutôt doué dans le gras. Donc ils se sont dit, tiens, le mécanicien, tu vas aller conduire. Et donc, vous avez le mécanicien qui se retrouve à faire des moteurs en version compétition,
qui jette ça dans un immense 4x4. Il te met ça avec une ligne full tube, et vraiment, quand tu lis les comptes rendus, c'est que ces 4x4 étaient bruyants. A priori, le résumé de l'histoire, c'est vraiment, il faisait un bruit de ouf. Et ce qui est surtout encore plus dingue, c'est que tu dois arriver, tu es dans ta petite Lancia Fulvia ou dans ta berlinette à 110. Et tu vois arriver l'Américain qui arrive dans un Jeep Wagoneer avec un énorme bruit, et le mec qui descend fait 16 fois la taille de ta maison. Et tu te dis, c'est cool, ça c'est mon adversaire, j'ai intérêt à rouler vite. Donc comme quoi, ça donne un peu de motivation. Alors, il se trouve que les Jeep Wagoneer gagnent. Parce que l'étape était particulièrement grasse et dégueulasse. Très vite, très vite, la concurrence se mange la gueule parce que c'est une espèce de boue dégueulasse qui colle vraiment au sol. Et donc, il y a un vrai intérêt à avoir un véhicule 4 roues motrices, même s'il est super lourd. Mais étant donné que c'est très gras, eh bien, le problème des véhicules lourds, c'est-à-dire les freins qui surchauffent, il n'y a pas tant parce que les vitesses atteintes ne sont pas si folles. Et c'est surtout, la plupart des gens, à un moment ou un autre, ils finissent par s'embourber. Et comme dans le Jeep Wagoneer, ils ont gardé la transmission d'origine, c'est-à-dire les ponts avec les blocages, les trucs comme ça, ils peuvent se sortir de la merde. Et l'histoire raconte même qu'à un moment, un des Jeep Wagoneer rattrape une Lancia. Et vraiment, quand tu vois ta Lancia Fulvia et quand tu vois un Jeep Wagoneer, les phares arrivent au niveau du toit. Les phares du Wagoneer arrivent au niveau du toit. Et t'imagines, t'es dans un pays que tu connais pas, t'es dans la bouillasse de ouf, ça fait une journée entière que tu luttes pour essayer de garder ta place au classement. Et là, t'entends, et tu dois l'entendre depuis longtemps en plus, le truc qui est en train de te hurler dans les oreilles, et que là, soudain, dans le rétro, t'as les phares qui arrivent, tu dis, ça y est, les trompettes du jugement dernier. En fait, c'était un échappement de grande Wagoneer. Et il arrive derrière, et il te fait un bronzage dans le cou. Et le mec en Lancia se plante. Alors, a priori, le monsieur du Grand Wagoneer dit « Ah non, il s'est planté tout seul. Hein. » Alors après, le monsieur du Grand Wagoneer faisait plus de 2 mètres et plus de 130 kilos. Donc, il s'est planté tout seul. Bon. Et donc, il se plante. Le conducteur du Grand Wagoneer se tape le luxe de sortir la Lancia du fossé et après de repartir. Normalement, en rallye, ça n'arrive pas vraiment, ce genre de choses. C'est, à la limite, tu vois une voiture dans le fossé qui a pris un méga carton, tu vas voir si les mecs vont bien, mais tu t'emmerdes pas à aller sortir ton adversaire du fossé. Là, ils le sortent quand même, et puis après, ils font « C'est bon, tout va bien ? Ouais, ok. » Et après, ils s'en vont. Voilà. L'histoire est racontée comme ça. Suite à ce rallye-là, qu'advient-il du 4 roues motrices ? Interdit. Et il faudra attendre 1980 et quelques pour que la FIA réautorise les 4 roues motrices. Donc c'est grâce ou à cause d'un Jeep Grand Wagoneer que les 4 roues motrices ont été interdits parce que, figurez-vous qu'un jour, un Jeep Grand Wagoneer a gagné une étape de WRC. Voilà, c'est ça l'histoire en fait, c'est ça le truc. Et ils ont la FIA a tellement mal vécu l'histoire que interdit. Voilà. Donc, voilà, il y a un peu, vous voyez qu'il y a un peu d'histoire à raconter sur ces trucs-là. Et en plus, c'est que, alors, pour la petite histoire personnelle, le Jeep Grand Cherokee de cette génération-là, donc quasiment le même, ça a été la toute première voiture de ma vie que j'ai eue en 1/18e. Rouge avec les bas de caisse gris. Voilà. Fin de l'anecdote personnelle. Mais on doit cette génération de Jeep et le renouveau de Jeep dans la fin des années 80 et début des années 90, on doit en grande partie ça à
Renault. Et on en a déjà parlé dans le stream Renault avec ses accointances, avec AMC, American Motor Corporation. Mais effectivement, dans les années 80, Renault a acheté pas mal d'actions d'un des gros constructeurs américains, donc American Motor Corporation, AMC. Et à la tête du département développement, à la tête de la recherche et développement, eh bien, Renault prend un de ses ingénieurs et l'envoie là-bas pour aller gérer comment on fait une voiture. Et donc, c'est François Castin qui arrive là-bas chez AMC, qui constate une manière de travailler un petit peu obsolète, on va dire. C'est un peu vieux comme façon de travailler. C'est-à-dire que c'est encore au papier, au plan et tout ça. On est dans les années 80. Et donc, François Castin a mis en place toute l'informatisation des procédés de travail. Et à l'époque, je crois que c'était 27 mois la gestation des véhicules. Et il arrivera d'abord à le descendre à 18 mois et puis à 15 mois à vraiment optimiser en fait les process de production. Et de ça sortira le Jeep Cherokee XJ. Donc la génération d'avant qui est un peu plus carré, que j'adore, je le trouve magnifique le XJ. Et ce qui est très très drôle, c'est que si vous vous rappelez, pour les plus expérimentés d'entre vous, on va pas dire les plus vieux, on va dire les plus expérimentés d'entre vous, mais dans les années 80 et 90, souvent les voitures des Renault Assistance, c'était des Jeeps. Parce qu'en fait, il y avait un accord de commercialisation entre Jeep et Renault, et sous les capots des tout premiers Cherokee, donc les XJ, vous retrouviez un moteur diesel Renault. Moteur diesel 2 litres 100 TD 88 chevaux qu'on retrouvait dans les R21 et R25. Et bien, il y a eu ça dans des Jeeps aussi. Alors, pas dans celui-là, mais dans celui d'avant. Mais le truc, c'est que donc, dans les années 80, François Castin est à la tête du développement de chez Jeep. Il se trouve que le PDG à l'époque de Renault, qui s'appelait Georges Besse, se fait assassiner par un petit groupuscule un peu politisé quand même. Et il se fait tuer en plein Paris, au milieu de la rue et tout ça. Et le remplaçant de Renault décide de faire des économies et donc de vendre AMC avant que le Jeep Cherokee ne sorte. Ah bah bravo, belle histoire ça. Hein. Et ils vendent vraiment pas cher AMC. Et ensuite, AMC est racheté. Quelques mois plus tard, le Jeep Cherokee XJ sort et c'est un pur banger de l'histoire. Et François Castin ira un peu plus tard chez Chrysler ou Dodge. Et donc, François Castin travaillera effectivement sur la Viper. Si on fouille dans les origines de la Viper, eh bien, il y a un monsieur français derrière tout ça. Monsieur français qui est aussi à l'origine des Jeep Cherokee. Les bains de champagne des Akira. Oui, les gens qui ont racheté AMC. C'est Chrysler, je crois, qui a racheté AMC et qui s'est fait un énorme kiff. Et Chrysler, parce que c'est Lee Iacocca qui était à la tête. Si vous fouillez, pareil, l'histoire de Lee Iacocca, c'est incroyable. Je pense qu'il y aura peut-être une petite histoire à faire, même un stream complet sur l'histoire de ce monsieur-là, parce que Lee Iacocca, dans le genre de full entrepreneur du NIMP, à la fois génie et à la fois complètement timbré, ça marche. Je vous vois avec cette histoire d'échappement, c'est marrant que vous me parliez d'échappement, vous voyez. Parce que, vous savez, on parle de la Viper qui avait un échappement spécifique. On parle par exemple du Jeep Cherokee 5 litres 9, du grand Cherokee 5 litres 9, qui avait un échappement spécifique, hein, attention. Mais si par exemple on doit parler d'échappement, vous savez d'où ça vient l'histoire du pot d'échappement? Je sais pas.
Histoire du pot d'échappement, un peu, vous connaissez. Ah, je vois que vous dites beaucoup de non dans le chat. Non, non, bah oui, bah non, bah, que vous connaissez pas l'histoire des pots d'échappement. En fait, à la SPA. Oui, la SPA. Donc, donc voilà un petit peu pour la genèse de ce truc-là. Et là, le truc, ce qu'il faut se dire, c'est que celui-là, là, le Jeep ZJ, donc il y avait le XJ qui était juste avant, le fameux qui a fait le renouveau de Jeep, eh bien, ils ont fait l'extension avec cette génération-là qui s'appelle le Grand Cherokee, parce que le Cherokee d'origine n'était qu'un 2 portes. Celui-ci, a les portes verrouillées. J'arrive. Celui-ci, alors, unlock. Voilà. Celui-ci a 4 portes. Vous voyez, le ZJ, il a 4 portes. C'est ça qui... Ben en fait, la plupart des acquéreurs, des acheteurs de Jeep Cherokee standard disaient ce serait cool, mais ce serait bien d'avoir 4 portes quand même. Et donc, Jeep les a écoutés. Par ailleurs, c'est la première Jeep qui n'est pas un châssis échelle. Vous savez, les anciennes voitures, enfin les anciennes, il y a encore des voitures modernes qui sortent avec des châssis échelle, mais il y a deux manières de fabriquer une structure de voiture. Soit on fabrique un châssis et après on vient poser une caisse dessus, soit sinon on mixe les parties structurelles dans la carrosserie et ça devient une carrosserie autoporteuse. Eh bien, le XJ, c'est la première carrosserie autoporteuse de chez Jeep, mais, Jeep connaissant très bien sa clientèle, il savait que la plupart des 4x4 et des aficionados de 4x4 étaient vraiment à donf dans l'idéologie châssis échelle, bien pour les 4x4, châssis et caisse autoporteuse, pas bien pour les 4x4, qu'ils ont quand même mis une chier de gimmicks tout terrain. Et en fait, c'est ça, je pense qu'on ira voir en dessous, c'est que cette voiture, il y a plein de trucs de pur 4x4 en fait. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, ça a été plutôt vendu en mode monospace, ce truc-là. Enfin, aux États-Unis, c'était le petit monospace. Oui, quand en face, vous avez des GMC Yukon ou des Chevrolet Tahoe de 16 mètres de long, avec 14 rangées de sièges, c'est des minibus, les trucs, eh bien, effectivement, il faut se dire que ça, c'est une petite voiture. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, celui-ci ne pèse qu'une tonne 7. C'est ça qui est assez ouf. Il y a un 5 litres 9. Hein. Il y a un V8 de 5 litres 9. Et il ne fait qu'une tonne 7. C'est pour ça que ça lui permet d'aller de 0 à 100 en 6 secondes 8. Ce qui est quand même un peu ouf, quoi. C'est la Twingo états-unienne. Alors, je vais pas dire la Twingo, tu vois, faut pas déconner, c'est pas tout petit. Mais par rapport au véhicule, et c'est hyper logeable. Enfin, c'est un truc de ouf. Attendez, je vais prendre une caméra quand même. Déjà, je vais vous mettre un autre axe de caméra. Caméra 2, je crois. Voilà. Et là, vous voyez en fait qu'il n'est pas si large comme véhicule. Vous voyez, comparé à un Arthur Moreau standard, hein, là, on est sur le modèle de base. Vous voyez qu'il n'est pas si large. Je trouve qu'il a un flow absolument incroyable. Je trouve qu'il a une sacrée gueule. Mine de rien, il est assez joli, quand même. D'autant plus que nous avons ici la version 5 litres 9 dotée de ces jantes spécifiques. Hop. Un peu mieux. Voilà, vous avez ces jantes-là qui... Alors, c'est ça qui est marrant aussi. Les jantes-là sont spécifiques pour faire passer des freins plus gros. Une 206 a des freins plus gros. Parce que ça a vraiment des tout petits freins, mais c'est parce que les mecs se sont dit, oui, on va quand même mettre des freins plus gros, mais faut pas déconner non plus, faut pas que ce soit trop gros. Et c'est des jantes en 16, si je ne m'abuse. Attendez, ouais, 16. C'est du 16 pouces. Et il y a vraiment de la place. Attendez, je vais prendre une autre caméra.
Je vais vous mettre la caméra 1. Hop. Tac. Regardez à quel point les freins sont tout petits. C'est vraiment, il y a de la place autour de la jante, quoi. Alors, je mets ma main en comparaison, tu vois, mais c'est un truc de... C'est un truc de ouf. C'est vraiment... C'est tout petit comme frein. Et donc, jante spécifique. Et vous voyez, par ailleurs, là, dans la moulure, vous voyez le logo Chrysler. Parce que, effectivement, si ma mémoire est bonne, AMC, donc American Motor Corporation, a été racheté par Chrysler ensuite. Et du coup, c'était vendu par le réseau Chrysler et ils étaient très fiers de dire que c'était Jeep Chrysler. Par ailleurs, ce moteur-là, tant qu'à faire, on va regarder le capot, on va regarder sous le capot. Hein. Je vous bassine depuis une plombe en disant c'est un 5,9 litres, c'est un moteur spécial, machin truc. Ben, on va le regarder. Ce moteur-là est un moteur Chrysler. C'est le Chrysler Magnum. Comme la glace, ouais. Hop. Attendez, je vous prépare. Hop là. Alors, c'est tout américain comme montage. Faut pas déconner, hein. Merci à Virus Medium, merci à McKay84, merci à Email GS, merci à Idiot du Village, merci à Nat Fifou, merci à Nounoche, merci à Leyline, merci à Satangai, merci à Shori92. Voilà, j'ai fait ma petite liste. Alors, c'est tout américain comme montage de V8. Pourquoi que je vous dis ça? C'est déjà, vous avez une seule courroie qui entraîne toutes les accessoires. La courroie fait 16,50 m, je pense. Je sais pas, attends, je vais prendre l'autre caméra, encore une fois. En plus petit. Tac. Je sais pas, je trouve ça un peu marrant quand même comme truc. Vous voyez les allers et retours qu'elle se fait. Alors, c'est une leçon de comment faire un entraînement par courroie, par contre. C'est-à-dire que si vous voulez faire un entraînement par courroie, il faut que votre courroie couvre plus de la moitié de la poulie qu'elle a à entraîner. C'est pour ça que vous avez ce renvoi-là qui renvoie la courroie tout en bas. Ce n'est pas pour le plaisir de faire des zigzags, c'est parce qu'il faut que ça couvre plus de la moitié pour qu'il y ait une friction suffisante pour entraîner l'accessoire. Donc là, on est à plus de la moitié, c'est bien. Et là, on est tout pile, pas exactement à la moitié. Et donc, comme il y a une poulie un peu plus grande, il y a une surface de friction qui est relativement grande, donc ça va. Là, vous avez alors un peu plus de la moitié là aussi, etc., etc. Mais il y a une seule courroie. Par ailleurs, c'est une courroie multi-V, vous voyez, c'est une courroie plate. Là où, en Europe, on utilise encore parfois des courroies en V, une seule courroie en V, là, c'est une courroie plate. Mais surtout, très, très, très à l'américaine, c'est pourquoi que je vous dis ça, c'est qu'il n'y a aucun cache moteur. Il n'y a pas écrit V8 partout, et puis c'est le bordel, en fait. En fait, ça, c'est un truc de ouf chez pas mal de constructeurs américains, mais je pense que c'est lié aussi au fait que le moteur V8, de manière générale, on le trouve un peu dans toutes les gammes. Et du coup, on n'en fait pas non plus trop des caisses, parce que certaines fois, c'est assez ouf à dire pour un Européen, mais le montage V8 peut être monté dans une voiture pas trop chère. Enfin, là, si on prend l'équivalent en termes de prix, c'est l'équivalent d'un Renault Espace, quoi. Et on fout un V8 dedans. Et effectivement, un Renault Espace, on va dire, bah ouais, ton 1,9 litre diesel, tu ne l'as pas mis en valeur. Un peu la même chose que là, le 28 5,9 litres, on ne l'a pas mis en valeur non plus, quoi. Et effectivement, il n'est pas mis en valeur parce qu'il est dans une voiture où, ouais, c'est cool de l'avoir, mais bon, ouais, c'est un V8, quoi. Enfin, le reste de la gamme, il est en grande partie en V8. Donc là, on a, comme je vous disais, un moteur qu'on retrouve aussi dans les Dodge Ram, le 5,9 litres Chrysler, enfin Chrysler et Dodge par ailleurs, qu'on retrouve dans les Dodge Ram, vous savez, les Dodge Ram 1500, là, c'est le même moteur qu'il y a dedans. Certaines fois, dans les rames, il est dans des versions moins puissantes.
parce qu'il est quand même dans une version un tout petit peu optimisée. Alors, un tout petit peu optimisée. Hein. La dernière fois, je vous parlais de rendement au litre. Là, on est au chiottes, hein, 5 litres 9, 245 chevaux. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et puis, on a une boîte 4 vitesses, boîte automatique à convertisseur de couple 4 vitesses. On n'est pas allé chercher dans du fifou, mais c'est un truc qui fonctionne. C'est plutôt, c'est plutôt classique, entre guillemets, comme montage. Donc, voilà, pour la petite palette de moteurs qu'il y a eu là-dedans, sachez qu'il a existé donc en 5 litres 2, c'est le fameux Mister Horsepower qui s'est pris 100 tonnes sur la tronche. C'était donc un 5 litres 2, c'est exactement le même moteur, en plus petite cylindrée, avec 212 chevaux. Il a existé avec un moteur absolument légendaire, mais genre légendaire, chez Jeep. C'est le 6 cylindres en ligne de 4 litres de cylindrée. Ouais, 4 litres de cylindrée pour un 6 cylindres en ligne et qui sortait l'incroyable et inénarrable puissance de 190 chevaux. Voilà, 190 chevaux. Alors, en V8, il n'a jamais existé en boîte méca. Vous pouviez l'avoir en 6 cylindres, en boîte méca. La toute première année de commercialisation. Alors, ils l'ont commercialisé vers la fin 93, donc officiellement, la première année, c'est 94. C'est la seule année où ils l'ont vendu en boîte méca. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le plus rare des Jeep Cherokee de cette génération-là, c'est le Jeep Cherokee boîte méca. Il n'a existé que pendant 1 an, en 94. C'est une boîte 5, de relativement standard. Et même, a priori, c'est pas si ouf à manipuler, parce que ça n'a pas été fait pour ça, en fait. Le moteur, c'est un 4 litres de cylindrée pour 190 chevaux. Donc c'est un moteur qui est tout lent, qui met des plombes à prendre des tours, et en fait, qui a été adapté et qui a été fabriqué à la base pour être avec une boîte auto. Donc si on met ça avec une boîte méca, bah, ça rend le truc pas hyper intéressant à rouler. Donc c'est pas si ouf. En V8, il a pour le coup jamais été vendu en boîte manuelle, mais sachez qu'il a été bien vendu en boîte manuelle en Europe. Et en Europe, il était équipé d'un 4 cylindres turbo diesel 2 litres 5 d'une magnifique puissance de 115 chevaux. Voilà. 115 chevaux. Alors, c'est un moteur qui s'appelle le VM, pour V-Motori, qui est un fabricant italien à la base de moteurs industriels et de moteurs d'utilitaires. Et le VM 2 litres 5 de la série 400 et quelques, il a été monté dans à peu près tout ce qui pouvait être diesel dans les années 90. C'est-à-dire que vous preniez une Alfa 155, un Range Rover ou un Jeep, c'était le VM 2 litres 5 qui avait l'incroyable particularité d'avoir 4 culasses séparées. C'est-à-dire que vous avez le bloc moteur et vous avez 4 culasses. Ce qui veut dire 4 joints de culasse. Yes. C'est voilà, beau montage. Hein, mais, grosse qualité. C'est-à-dire que les versions d'avant, les XJ, étaient équipées du 2 litres 100 diesel de 88 chevaux de chez Renault. À défaut d'être pas fiable, parce qu'il était fiable, sa grand-mère, vraiment le 2 litres 100 TD de chez Renault, il est incroyable comme moteur, enfin en termes de fiabilité. En termes de puissance, bah, ça sort 88 chevaux, quoi. Alors c'est un peu de couple, mais vous mettez ça dans une R21, ça marche pas si mal. Vous mettez ça dans un Jeep, c'est plus lourd quand même. Et il y a 4 roues motrices à embarquer.
c'est plus costaud quand même. Donc ils se sont dit, on va faire un upgrade, on va mettre ça en 2,5 litres. Tada, 115 chevaux. Alors effectivement, il y a eu un upgrade de 88, on est passé à 115. Ça pousse, hein. Mais voilà, fin de l'avantage. Il a existé en version rarissime, mais ça c'est aux États-Unis. Il a existé avec un 4 cylindres 2,5 litres essence. Ça avait été vendu pendant un an, fin de l'histoire, parce que c'était la merde. Voilà, le 2,5 litres essence, c'était une catastrophe dans ce véhicule. Et alors, ça ramait, c'était pas fiable, ça consommait sa grand-mère, et c'était souvent foutu avec une boîte automatique. C'était un 4 cylindres essence, 2,5 litres, avec une boîte automatique, dans un truc comme ça, avec les 4 roues motrices à embarquer, le machin pédalait à l'envers, quoi. Donc, ils ont arrêté de le faire, et le moteur d'entrée de gamme est devenu le 6 cylindres de 4 litres. Je répète, le moteur d'entrée de gamme, vous savez, le début de la gamme, vous savez, si vous voulez commencer la gamme d'un véhicule de grande diffusion, pour commencer la gamme, le produit d'appel, c'est un 4 litres de cylindrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Dacia, on a des 900 cm3 en produit d'appel. Et si vous voulez, on peut upgrader pour un 1,2 litre. Là, 4 litres de produit d'appel. Et puis après, si vous voulez, on peut upgrader en 5 litres 2. Et on peut upgrader après en 5 litres 9. Ouais. Merci à Salila76 pour ton abonnement. Ça faisait longtemps, dis donc. Bonjour. Donc c'est 4 litres de 190 chevaux, le produit d'appel. C'était un peu marrant comme truc. Premier véhicule de chez Jeep à être équipé de l'OBD2. Et au passage, l'arrivée de l'OBD2 a permis d'avoir un ordinateur de bord avec la conso instantanée. Ouais, voilà, pour voir 3 chiffres à la suite. Je vais prendre une autre caméra. Où elle est, l'autre caméra? Hop là, elle est là. On va aller faire un petit tour à l'intérieur quand même. Hop là. Alors vous avez Grand Cherokee Limited LX. LX, parce que vous savez, vous avez l'intonation LX pour luxe. La classe. Et intérieur complètement américain. Alors sachez que ça là, le cuir plissé, alors moi j'appelle ça peau de couille, mais le cuir plissé comme ça est une option spécifique au 5 litres 9. Vous avez l'espèce de bois en ronces de plastique, pareil, qui était spécifique. Et vous avez ces espèces de sièges en cuir. J'ai jamais compris pourquoi c'était la classe chez les Américains d'avoir des espèces de plis. Prenez une voiture américaine des années 90, vous avez du cuir plissé comme ça. Prenez une européenne, vous avez des cuirs tendus. Et les cuirs tendus sur des voitures européennes, ça existe depuis très longtemps. Là, la grande classe, c'était d'avoir de l'espèce de cuir plissé un peu... j'ai jamais trouvé ça ouf, quoi. Voilà. Spécifique au 5 litres 9, le compteur de vitesse qui va jusqu'à 220. Voilà. En fait, au début de la production, les compteurs de vitesse allaient que jusqu'à 180. Et ensuite, je crois que c'est en 96 où ils passent avec des compteurs qui vont jusqu'à 200. Et le 5 litres 9 hérite voilà, du compteur qui va jusqu'à 220. Méga classe quand même. Alors après, vous avez quand même une chier d'options, mine de rien, parce que pour une voiture des années 90, vous avez ce petit truc là, le régulateur de vitesse, quand même. Vous avez la clim, bien sûr. Vous avez siège chauffant avec plusieurs positions,
Alors, truc assez chiant, c'est que votre passager doit venir ici derrière le volant pour régler son siège chauffant. Bon, bah, ou sinon, il vous demande quoi. Hein, voilà. Vous avez donc la clim et vous avez ici l'ordinateur de bord. Je pense qu'on va l'allumer. Il doit être stylé. Ordinateur de bord quand même, la méga classe. Alors, il fait un peu daté pour 98 parce qu'en fait, on est à la fin de la commercialisation de ce truc-là. Est-ce on n'est pas chez K2000 là? Là, vraiment, on est chez un méchant de James Bond. C'est trop bien. C'est incroyable, non? Comme truc. Vous avez donc la prise allume-cigare vide parce que vous avez la vraie prise officielle allume-cigare et là vous avez la prise de puissance, power outlet. Vous avez voilà, le cendrier qui n'a jamais été utilisé sur ce modèle-là. Et vous avez... Ça me saoule avec les voitures américaines, c'est que ça bip tout le temps. Et vous avez le lecteur cassette avec le Auto Head Cleaning, le nettoyage automatique des têtes de lecture. Voilà, dis-moi que ta voiture vient des années 90. Alors là, il y a un truc un peu particulier, c'est que vous avez le Quadratrac, donc c'est un 4 roues motrices permanente. Donc là, vous êtes soit en 4 et boîte de vitesse longue, soit après, vous vous mettez en neutre, qui vous permet juste de débrayer complètement les transmissions. Et là, ensuite, vous êtes en 4 courtes, donc avec une gamme de vitesse raccourcie. Alors, il n'y a pas de blocage de freins en tension, mais il y a quand même des visco-coupleurs. C'est-à-dire que ça reste un véhicule qui se démerde carrément en tout terrain. Vous avez des espèces de... Alors, il y a écrit push. Voilà. Vous avez le rangement à lunettes au plafond. Et vous avez un ordinateur de bord au plafond. Alors, attends, comment on éteint ça? Regardez-moi ça. Tout le monde veut des commandes au plafond! Si un jour je me fabrique une voiture, il y aura la moitié des commandes qui sera au plafond. Donc là, vous avez une boussole intégrée. Là, on va vers le nord. Là, ensuite, vous avez la conso moyenne et vous noterez qu'il y a écrit éco. Là, la conso instantanée, forcément, on est à l'arrêt, donc en instantané, on consomme à mort. Et là, DTE, Distance to Empty, ça veut dire qu'il reste 256 km avant d'être à vide. Ça y est, vous l'intégrez dans la tête, il reste 256 km avant d'être à vide. Aïe. Bah oui, bah il y a un 5 litres 9, hein, faut pas déconner non plus. Hop. Je le trouve incroyablement cool. Parce que en fait, je trouve que pour une bagnole américaine, c'est... Je viens de dire qu'il y a un 5 litres 9, et je vais dire, pour une voiture américaine, c'est pas trop dans la démesure. Parce que bah, ça reste une voiture en termes de taille qui est plutôt raisonnable. Et là, vous voyez, il y a quand même de la place, alors que, bah, mine de rien, pour un 4x4, c'est pas si grand. Si on prend mon Range Rover comme comparaison, bah, le Range Rover, il fait plus massif. Alors, le Range Rover, il a 10 ans de moins. Pas déconner. Mais ça fait plus massif. Et ça fait pas si gros. Il y a quand même des détails de ouf, là. Alors, il y a les vérins qui tiennent pas. Ça, c'est le premier détail, mais... Vous avez l'espèce de cache-bagages. Regardez, c'est... Je sais pas si on voit... Là, on voit surtout le reflet. Mais là, vous voyez, le cache-bagages, il vient avec le coffre. Alors, on peut le défaire, mais le fait qu'ils aient pensé au fait qu'il y ait le cache-bagages qui vienne... Alors, bien évidemment, comme c'est américain, c'est dans une espèce de plastique vinyle dégueulasse.
Bah, c'est la version haut de gamme. Donc, on vous a mis la roue de secours quand même, mais il y a un emballage. Tu as un emballage de roue de secours. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu as des petites poches à scratch là. Il y a des toutes petites poches à scratch dans l'emballage de la roue de secours et tu as le filet pour ranger tes affaires sur la roue de secours. C'est quand même incroyable, non? C'est quand même dingue. Et comme ça, la roue, elle est au chaud, effectivement, le pneu, il craque pas, tu vois. La roue, elle a son cuir, la roue, elle a plus de cuir que la plupart d'entre nous. Merci à Niodeus pour ton abonnement. Alors par contre, ouais, ça prend une place de ouf parce que la roue de secours est une vraie roue. Donc, on avance sur son temps. Déjà, la couverture chauffante. Et comme ça, quand tu crèves après 5 heures d'autoroute, imagine, tu remets un pneu froid. L'accident bête, qui arrive si vite. Eh bien non, la couverture chauffante. Tant qu'à faire, mettez-la directement sur les valises. C'est pas con, ça. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu en dessous. On ne peut pas le lever sur ce pont-là est trop court. Merci à Jérôme pour ton abonnement, Jérôme, peut-être. Non, ouais, le pont est trop court par rapport au véhicule. Autant Mr. Horsepower, on l'avait levé sur un pont comme ça parce qu'on n'en avait rien à carrer d'abîmer les soubassements. Là, sur celui-ci, qui est en vente, on va éviter quand même de dire à un acheteur potentiel, tiens, regarde le stream où ils sont en train de défoncer les bas de caisse. Non, merci à Tatalius pour ton abonnement. Donc, non, on ne le lèvera pas, on va juste aller faire un tour en dessous du véhicule pour voir comment c'est foutu, parce que c'est ça que je trouve incroyable sur cette génération-là et la précédente, donc le XJ et le ZJ, c'est que vous avez donc un 4x4 pas si grand que ça, mais avec des vraies capacités off-road, mais dans un volume relativement compact, mais vous avez quand même le côté cool d'avoir un V8, ou du moins vous avez quand même le côté cool d'avoir un gros moteur coupleux, mais là-dessus ils ont mis des ponts rigides, c'est des essieux rigides, on va aller voir ça. Et voir ça. Alors de mémoire pour les dimensions, il fait moins de 5 mètres de long. C'est-à-dire que si vous voulez une comparaison en termes de taille, il fait à peu près la taille de ma série 5 break. Donc finalement, c'est pas si gros. Il fait moins de 2 mètres de large, largement moins de 2 mètres de large. Il fait, vous voyez, moi je fais 1,85 m, il est plus petit que moi. Donc ça doit faire 1,80 m de haut, ça fait moins de 2 mètres de large et moins de 5 mètres de haut, ça fait la taille d'une série 5 break, quoi. Mais une série 5 break de l'époque. Et donc tu te dis, là où on pourrait avoir l'habitude des gros 4x4 américains, genre F-150 ou un truc comme ça, qui est forcément immense, bah là tu as un 4x4 américain qui est à des dimensions plutôt normales. Ce qui est très marrant, c'est qu'aux États-Unis, c'était vendu comme un petit véhicule, là où, en Europe, on a vendu ça comme un gros véhicule. Voilà, merci Yokaze pour ton abonnement. Alors, attendez. Tac. Alors là, on va aller fouiller en dessous. Hop. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit sur le retour? Là, la caméra est toute débulée. Vous voyez, alors là, on va dire une architecture, entre guillemets, archaïque, mais en fait, c'est pour pouvoir continuer à le vendre à une clientèle Jeep, il fallait quand même des arguments off-road, donc des arguments tout-terrain. Et pour du tout-terrain, eh bien en fait, vous voyez là, il y a le différentiel dedans, et là, il y a un arbre de transmission ici,
et il y a un arbre de transmission ici, il y a quand même des gros ponts bien costauds, sa grand-mère, mine de rien. Alors de ce que me disait le vendeur, le 5 litres 9 avait tendance un peu à maltraiter le pont arrière, qui a tendance à sauter. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il l'a refait, le pont arrière. Mais là, en fait, vous avez, c'est ça que je trouve très cool, c'est que dans une voiture pas si grande, vous avez une voiture avec des gros ponts rigides. Le montage qu'on trouve normalement que sur des très gros 4x4, ou alors certains 4x4 Suzuki, je vous l'accorde, donc beaucoup plus petits, mais beaucoup moins agréable à rouler, parce que ça, vous pouvez rouler à 130 avec sans aucun problème. Hop. Et donc là, on a un montage assez classique d'un 4x4. Vous avez là une boîte de transfert. Juste devant, vous avez une boîte de vitesse. Boîte de transfert. Donc là, vous avez la puissance qui sort par là. Vous avez une énorme chaîne. On avait démonté une boîte de transfert de Hummer en live il y a quelques temps. Donc c'est le même montage, mais en plus petit, hein. Vous avez une énorme chaîne, vous avez un pignon, et ensuite ça part dans un arbre de transmission, et l'arbre de transmission va au niveau du train avant. Et ensuite, ici, on va vers l'arrière. Arbre de transmission, et là, un pont rigide. Alors, de voir un pont rigide à l'arrière, c'est pas si choquant. C'est même plutôt courant, en fait, sur une voiture de ces années-là, ou de cette conception-là. Par contre, c'est vraiment voir un pont rigide devant. C'est assez rare, en fait, sur une voiture autoporteuse qui se veut SUV assez classique, entre guillemets. Donc, voilà, c'est ça qui m'épastrouille un petit peu avec ce véhicule-là et qui le rend tout à fait intéressant à mes yeux. Pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne l'ai pas acheté. Ce n'est pas dans mon budget. Et puis bien trop fiable. Vous savez, moi, je rêvais d'un Range Rover pour pouvoir me donner du boulot. Pas encore. Alors, si jamais j'avais à en acheter un, je pense que je préférerais le XJ, qui est plus vieux et qui existe en 3 portes et qui existe en boîte méca, même si... Alors, c'est quoi le budget? Là, c'est un 5 litres 9, donc c'est vraiment de l'édition ultra limitée pour l'Europe. Je crois qu'en Europe, il y en a eu 500 en tout et pour tout, 500 ou 600. Donc il y a vraiment eu que dalle de chez que dalle. Celui-là, à 120 000 km, il me semble qu'il est entre 25 et 30 000, un truc comme ça. Merci à Kurosakidom pour ton abonnement. Donc c'est entre 25 et 30 000. Par contre, un 5 litres 2 qui a été vachement plus répandu, là on est bien plus bas. On est bien plus bas en 5 litres 2, je crois qu'on est entre 10 et 15 000 pour un exemplaire qui est plutôt propre, mine de rien. Et puis après, vous pouvez l'avoir en 4 litres, autrement vous pouvez l'avoir en diesel. Et là, dans ce cas-là, ce sera vachement moins cher. Mais je trouve que c'est vachement moins cool, parce que pour moi, les versions intéressantes de ça, c'est soit en 6 cylindres, soit en V8. Wikipédia annonce une consommation mixte de 20 litres au 100 pour un 5 litres 9, on est pile dedans. Vous voyez, 20 litres et demi. Il y a le et demi parce que voilà, c'est un véhicule qui a 20 ans, quoi. 25. Merci à Papilane pour ton abonnement. Note que le moteur, tu peux le faire tourner avec tout et n'importe quoi. Alors, ouais, là pour le coup, vous avez un moteur qui est fiable de ouf. Alors, même de manière générale, vous avez un véhicule qui est plutôt fiable. Donc finalement, c'est un choix pas si con. Et vous voyez dans la mouvance Youngtimer, machin truc, pour avoir un véhicule un petit peu différent, pas le même véhicule que tous les autres ou machin, je trouve que c'est une voiture qui est plutôt cool, quoi. Alors ils en ont vendu des chiers aux États-Unis. Aux États-Unis, je crois qu'on s'approche du million avec celui-là, le XJ aussi, donc l'échelle d'avant. C'est aussi quasiment le million. Donc aux États-Unis, il y en a des pelles et des pelles et des pelles et des pelles de ces trucs-là. Par contre, en Europe, étant donné que soit vous l'aviez en diesel, et dans ce cas-là, c'était pas ouf pour se déplacer, soit vous l'aviez en essence, et dans ce cas-là, ça coûtait un œil à faire rouler,
Finalement, ça s'est pas si bien vendu que ça, mine de rien. Et en face, c'est surtout ce qu'il faut mettre en face, il y avait des 4x4 japonais, des Mitsubishi, des Toyota, des Nissan, etc., qui commençaient à avoir des moteurs un peu intéressants. Parce que, si on remet dans le contexte, dans les années 90, vous aviez soit, si vous vouliez un peu de chevaux, vous aviez un Jeep comme ça, un Cherokee, soit qui faisait 115 chevaux en diesel, soit directement qui allait taper dans du 200 chevaux mais en moteur essence, soit sinon, si vous regardiez chez Toyota, il y avait les Land Cruiser, alors qui étaient vendus certes relativement cher, mais Land Cruiser qui faisaient des 6 cylindres diesel de 3 litres ou 4 litres, je ne sais plus. Et là, on arrivait à des 180 chevaux en diesel. C'est des trucs qui commençaient à taper. Ça, j'aimerais bien un jour vous présenter un HDJ 80, qui est un gros 4x4 Toyota qui est appelé le roi du désert, parce que c'est le véhicule de chez Toyota qui a été énormément utilisé dans le désert, hormis les pick-up qui sont utilisés pour d'autres utilisations que juste faire de l'aventure. Donc, finalement, en Europe, pas si bien vendu, et ça fait que je trouve que c'est une voiture cool. Vous avez le droit de pas être d'accord. Il n'y a pas de souci. Finalement. Ah, ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à dire. On va faire un tour quand même, un petit tour. Alors ça, c'est, vous voyez, là, c'est le bureau, comme en grand close-up, pardon. Vous voyez, il y a un retour là dans l'écran. Si jamais vous voyez votre nom, ça y est, dites coucou, vous passez à la télé. Attendez, sinon il y a une cam 4. Voilà! Là, on le voit de derrière. Coucou! Ouais, je trouve qu'il y a plein de trucs chouettes à dire sur ce véhicule. C'est vrai que pour quelqu'un qui est soi-disant pas intéressé par l'acheter, j'en parle quand même beaucoup. Vous avez le petit logo V8 5.9 pour bien se la péter. Et par ailleurs, l'existence de ce pont rigide, si vous vous posiez la question de pourquoi ils l'ont mis là, la roue de secours, c'est parce que pour garder du débattement de suspension, ils n'allaient pas mettre la roue de secours en dessous. Alors sinon, ils auraient dû rallonger à l'arrière le porte-à-faux pour pouvoir mettre la roue derrière. Mais ils ont plutôt fait le choix de garder un véhicule compact, de ranger la roue de secours à un autre endroit et de garder le débattement de suspension assez ouf, assez important. Là, vous avez donc la version 4 portes. Ah oui, c'est une option que je trouve ultra drôle sur le 5,9 litres. C'est que vous avez les barres de toit. Mais les barres de toit sur le 5,9 litres sont rabaissées par rapport aux autres. Elles sont plus basses, les barres de toit. Ah, étant donné que c'est un véhicule performant, il faut garder les barres de toit, mais on les met plus basses pour l'aéro. Quand même, on n'est pas des cons, nous. Hop. Je vais relever un petit peu. Hop. Et il y a aussi, alors caméra 1, c'est toujours pas la 1, hein, c'est la 2. Tac. Voilà, vous avez donc le V8, et là on va prendre la cam 1. Là, vous voyez là, ce truc-là, là. Ça aussi, spécifique 5,9 litres. C'est dégueulasse, je trouve. Là, les espèces de 2 grilles d'aération là, sur le capot, ça c'est spécifique au 5,9 litres. Soit vous en voyez un qui a ça et du coup c'est un cake, parce qu'il a mis un capot de 5,9 litres ou alors il a mis des grilles de 5,9 litres, soit c'est un vrai 5,9 litres là-dessous. Alors les grilles qui arrivent sur rien. C'est con parce que à la limite ils auraient pu en profiter pour faire des ventilations, tu vois. Mais non. Non, non. Non, 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 non. Non, ça communique presque pas. Allez, je suis mauvaise langue. En vrai, il y a une toute petite communication, mais il y a vraiment que dalle. Là, il y a une petite lampe. À mon avis, le contacteur, doit y avoir un contacteur de capot qui doit déconner, et donc la lampe doit rester allumée. Et vous voyez la cosse qui est très triste. Oh
maman, je suis triste, on m'a débranché. Elle est toute triste, la cosse, oh lolo. Comment? Voilà. Hop. Voilà, pour vous servir. Pour vous servir. Voilà, ça y est, j'ai fini ma petite présentation. Et en plus de ça, vous allez avoir droit. Et c'est une petite anecdote que je garde uniquement pour les viewers un petit peu fidèles. C'est une petite anecdote sur un peu de l'histoire. Et puis après, on le démarre. Mais je finis ma petite histoire, ma petite anecdote, et après, on le démarre. La petite anecdote, en fait, c'est que, vous savez, à l'origine, en fait, à la SPA, donc à la Société Protectrice des Animaux. Mais non, et vous allez voir, ça reboucle avec la voiture. À la SPA, en fait, il y avait les chiens qui faisaient du bruit. Et ça emmerdait le voisinage de la SPA. Donc, la SPA a conçu un système, une espèce de vase, entre guillemets, pour récupérer le bruit que faisaient les chiens. Et dans ce vase, du coup, il y avait beaucoup de bruit. À un moment, il faut pouvoir l'évacuer, ce bruit. Donc, tous ces vases étaient interconnectés par des grands tuyaux. Et ces grands tuyaux, ensuite, emmenaient vers l'extérieur le bruit que faisaient les chiens. Et les ingénieurs en automobile se sont inspirés de ce système-là pour créer, là aussi, un système qui récupère les bruits et puis qui les évacue. Et c'est ainsi qu'est né le pot d'échappement, le fameux pot d'échappement. Non, ça va, vous l'avez là. Merci à Birbilotte qui a offert un abonnement à Tu nous les brises. C'est très gentil. Alors, tac. Faut que je mette le son de la caméra 1. En plus, il fait un bruit céramicool. Il fait un peu le même bruit que Mr. Horsepower. Alors là, hop, caméra 1. La caméra est full de travers. Ah bah oui, elle s'est pété la gueule. Hop. Tac. Et là, il faut que je coupe mon son de mémoire. Ah merde. C'est pas la bonne caméra, c'est la 1 qu'il faut que je mette. Ah putain. Attends, c'est la 1 que j'ai mis? Oui. J'arrive. Normalement, vous avez un son de caméra. Alors attendez. J'ai dû clapper. Hop. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le unlock. Le propriétaire m'a expliqué le truc. Il faut le verrouiller, il faut le redémarrer, il faut machin. Il faut taper 2 fois dans ses pieds parce qu'il y a un système d'anti-démarrage. Eh ben chouette, tiens. Alors, lock. Il a fait pouette. Donc là, peut-être qu'il va vouloir démarrer. Il faut fermer le capot, ça se trouve. Yes. J'arrive, hein. C'est dans les 10 astuces des Twitchers de merde. Ils vous donnent cette technique pour gagner du watch time. Unlock. Là, il a fait le bruit. Ah ouais, là il a fait un vrai twitch. Pourquoi tu veux pas démarrer, Michel? Ah, et puis c'est chiant s'il démarre pas, parce que après, moi, il faut que je range la remorque. Il y a un truc que je fais pas bien, hein.
unlock, lock, unlock, unlock, unlock. Faut peut-être le faire 16 fois. Et en vrai, c'est au bout de 16 fois qu'après il démarre. Enfin, si j'appuie comme un enculé sur le frein. Je vais avoir l'air super con, hein. En plus, il va venir me voir demain, il va me dire « T'es vraiment un gros faisant ». Parce qu'il suffisait de faire... insérer le truc qui suffisait de... Voilà, il suffisait de faire ça, en fait. Le levier était pas bien sur P. Oh ouais. Et en plus, là, vous le voyez bien à l'image. C'est comme c'est une énorme cylindrée. Le truc, quand on accélère, il donne un petit coup de renversement. Est-ce que c'est pas un peu méga cool? Ah, il y a un côté céramique cool. Ah là, il est chouette. Ah, et en plus, il fait le bon petit bleu, 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 bleu. Le son est pas fort. Attendez, est-ce que je peux monter? Ça le fait ou pas? Est-ce que ça va mieux? Mieux? Ah! Ah bah attendez, je vais y remettre des coups de moquette. Bon, je vais pas mettre des gros coups. En vrai, il est chaud. Ah ouais! Il est méga cool. C'est l'échappement d'origine. Hein. C'est l'échappement d'origine. Hein. Faut pas déconner. Ah, encore un coup. 245 chevaux. Il y a 5 litres 9. C'est un peu chouette, non? Là, t'as envie, là. Voilà, je suis désolé, j'aurais dû commencer par ça, en fait, pour vous le vendre. Finalement. Et en fait, il avait un système SPON spécifique. Je ne vous l'ai pas dit, mais le 5 litres 9 était équipé aussi d'un système de sonorisation spécifique. On bat les couilles, il y a un V8 de 5 litres 9. Hop. Il y a un V8 de 5 litres 9. On s'en fout du système son. Quel kilométrage restant? C'est pas con. Attendez, je vous emmène avec moi. Où est la caméra? Ben oui, je l'ai revissée derrière. On va aller ensemble faire un petit tour de voir l'autonomie restante si ça a chuté. Hop. Tac. On met le contact. On a perdu 5 bornes d'autonomie. Une accélération égale 5 bornes de perdu. Aïe, le coup dur. Bon. Le redémarre pas, sinon le client ne pourra pas rentrer chez lui. Aïe, 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 aïe. Bon. Démarre au péage, tu perds 100 bornes. Bah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors je crois en plus qu'en poids tractable, il est pas déconnant. Faudra que je regarde le poids tractable, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour un pote, tu vois. C'est juste. Enfin. Voilà. Alors, combien la puissance et le couple? Pour rappel, 5 litres 9 de cylindrée, 245 chevaux et 470 Nm. 470, c'est pas dégueu quand même. Il va en acheter un et Joseph va se foutre de sa gueule. Bah, si j'en achète un, Joseph va se foutre de ma gueule parce que j'ai pas pris le plus gros. Parce qu'il n'est pas assez gros en fait.
Mais non, là pour l'instant, on est en train de travailler sur le Range Rover et voilà. Je préfère le Range Rover quand même. 5 tonnes de poids tractable et 100 tonnes sur les barres de toit. Alors, dans la réalité de la vidéo des 100 tonnes, il y avait même plutôt 6 tonnes à tracter, parce qu'il y avait 4 tonnes à eau remplies à donf. Le coffre qu'on a fabriqué faisait un peu plus d'une tonne, et la remorque fait 700 kg. Donc, on était plus proche des 6 tonnes quand même. Voilà. Messieurs, dames, ce fut un stream relativement court, bref, mais j'espère intense. J'ai vu par ailleurs que vous avez demandé, plusieurs personnes qui ont demandé la suite des 24 heures du Mans. Donc je vais travailler sur une suite des 24 heures du Mans, du stream des 24 heures du Mans. On s'était arrêté en 1933, donc on avait fait 1923 à 1933. Et bien là, on va pouvoir faire de 1934 jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, j'espère, puisque il y a eu une pause des 24 heures du Mans pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée serait quand même d'aller après la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus, vous me direz, je dis ça de chaque époque du Mans, mais l'après-Seconde Guerre mondiale, quand ça repart en 1949, je crois, ça repart fort et ça commence à parler là de vitesse un peu folle, même si à l'avant-guerre, on parle de vitesses qui sont un peu folles, on parle de quasiment du 200 km/h en avant-guerre. À l'après-guerre, là, on tape du vrai 200 km/h. Donc, mine de rien, on veut un stream 24 heures sur les 24 heures du Mans. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. J'ai eu l'habitude de faire des cours. J'ai été capable de faire du 8 heures de cours. Sauf qu'après 8 heures, on est lessivé. 24 heures, ça va être juste un scandale. Et puis même vous, à suivre, ça va être insupportable. Donc, non, malheureusement, il n'y aura pas de stream histoire pendant 24 heures. Merci beaucoup, merci de votre attention, merci de votre interaction sur le live. Je communiquerai bien évidemment vos petits câlinous à Joseph. Et puis on se retrouve. Que je dise pas de conneries. Je prends mon agenda. Je consulte mon agenda. On se retrouve le 6. Lundi. Attends, je viens de parler d'un truc de lundi 6 à Joseph. Non, c'est bon. Vous en faites pas. Donc, on se retrouve lundi prochain pour un stream encore inconnu, peut-être avec Joseph, espérons-le. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, une très bonne fin de semaine, un très très bon week-end. Par ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la SPA, à l'origine, pour capter le bruit que faisaient les chiens, utilisait des espèces de vases, des vases qui permettaient de collecter le bruit des chiens. Et pour éviter, en fait, que le bruit ne se répande et puis insupporte le voisinage, en plus il n'y a pas Joseph pour couper la vanne, eh bien tous ces vases étaient reliés à tout un système de tuyaux qui permettait d'envoyer le bruit à l'extérieur. Et des ingénieurs en automobile ont récupéré cette idée-là, cette idée de vase et de tuyaux. Et en fait, ça a donné lieu au déjappement. Le mot de la fin sera bicyclette.